au fixing, il y a encore beaucoup de volatilité, des sanctions pour des titres qui ont mal publié. À l'inverse, les titres qui arrivent encore à fournir de la croissance, voire qui promettent encore plus de croissance que prévu, eux sont évidemment salués. Ouais, voilà, tout à fait. Donc on approche maintenant plutôt de la fin de la publication des résultats Q3. Dans l'ensemble, on a pu voir que les sociétés qui avaient du mal, on va dire, à rassurer le marché étaient fortement sanctionnées. Et au contraire, celles qui s'en sortaient bien étaient plutôt bien soutenues par le marché. On est vraiment dans une situation où le marché est assez difficile, on va dire. Les investisseurs peuvent être par moments un petit peu perdus. Et donc au final, on a quand même tendance à vouloir se rapprocher de certaines très belles valeurs assez défensives qui sont pas mal également des valeurs dollars. On peut voir par exemple un L'Oréal aujourd'hui qui fait plus de 2% pour se protéger dans des marchés entre guillemets compliqués, pour éviter le genre de situations qui a pu arriver, comme par exemple une publication comme celle d'Eiffage aujourd'hui. Bon, Didier, là, comment on se protège sur le marché, quand on veut être investi en action? Qu'est-ce qu'on privilégie? Qu'est-ce que vous préférez? La thématique dollar, la thématique croissance, la thématique... Alors, au-delà des situations spéciales qui sont le thème que vous avez choisi pour votre nouveau fonds, qu'est-ce que vous regardez? Oui, d'abord, juste un petit commentaire sur ce que disait Xavier Robert. Moi, je trouve que le fait que le marché réagisse bien quand les résultats sont bons et pas bien quand les résultats sont mauvais, déjà, c'est quelque chose qu'on voyait plus dans des marchés qui étaient anesthésiés. Donc, ouais. moi, je trouve que pour des professionnels de stock picking, c'est bien. Au moins, il y a une logique et je trouve que finalement, on n'a qu'à faire de bonnes prévisions et puis on est récompensé. Donc ça, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, dans un marché difficile comme on l'a évoqué, moi, je reste quand même persuadé que les valeurs de rendement sont un très bon support, tout simplement pour des raisonnements de spread de rendement, tout simplement. C'est la logique que tout le monde... c'est un peu le consensus du moment, on va dire. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est une première chose. Valeur dollar, sûrement aussi, c'est sûrement le consensus. Nous revenons sur quelques valeurs industrielles ou cycliques du type Arcelor, Peugeot par exemple. Peugeot qui est une situation de retournement en même temps d'ailleurs. Ça, c'est des choses qu'on aime bien. Voilà. Arcelor, lié aux ressources de base, dans l'environnement des matières premières, ça vous inquiète pas? Disons qu'il y a un prix à tout en fait. Et nous considérons que c'est un groupe qui devient très value. En fait, donc à partir du moment où l'évaluation devient très faible, ça nous intéresse. Xavier, un mot de l'ambiance là. Quand on a encore une volatilité, alors ça n'a pas été extrême aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a quand même des écarts qui se sont faits. On oscille, un coup en hausse, un coup en baisse. Les clients, ils sont dans quel état d'esprit là? Ils sont échaudés, ils en ont marre, ils sont fatigués. Et les performances jusqu'ici, quelles que soient finalement les stratégies mises en place, ne sont pas exceptionnelles sur les marchés actions. Donc on peut avoir deux types de réactions, ça dépend véritablement. Il y en a qui peuvent essayer de performer pour la fin de l'année, pour essayer entre guillemets de se rattraper un petit peu. D'autres qui au contraire ont tendance à vouloir attendre maintenant 2015, peut-être être encore positionnés sur les valeurs qu'on aime bien pour jouer le fameux rallye de fin d'année qu'on pouvait estimer. Donc dans l'ensemble, c'est à l'image un petit peu du marché. C'est assez large comme type de réaction. Il n'y a pas véritablement de tendance qui peut ressortir. Et comme le disait votre invité, c'est vrai qu'en stock picking, il peut y avoir pas mal de choses à faire par contre. Ouais, bon, il y a des choses à faire avec l'idée de bien choisir ses dossiers. C'est vrai que on en parlait encore cette semaine. Orange là qui est encore à 13 € ce soir, qui l'aurait imaginé en début d'année, Didier? Orange, à un moment donné, il y avait un consensus tellement négatif que quand on en parlait, franchement, on était traité de fou, quoi. De fou furieux, oui. Bon, voilà. Donc, non, Orange. Enfin, je crois que c'est vraiment un groupe qui est quand même leader, qui dégage des cash flows impressionnants de façon très régulière, qui a une stratégie internationale, qui est très solide. Bon, donc là encore, il y a un prix à tout. Et à un moment donné, même si on sait que les prix baissent, que c'est la déflation dans les télécoms, mais il y a quand même une prime leader et il y a des stratégies qui sont assez claires quand même et qui dégagent des résultats pour l'actionnaire. Donc voilà, et on a un différentiel de rendement pour le coup avec Orange par rapport au taux sans risque qui est très très significatif. Benjamin, tout à l'heure on parlait avec vous du secteur des mines, des minorifères notamment, mais sur les pétrolières, parapétrolières, on en a régulièrement parlé avec vous. C'est un secteur qui est plombé, là c'est dead money pour un moment, ou est-ce que ça peut intéresser, j'en sais rien, si on revient sur des niveaux de valorisation encore un peu plus bas, ou est-ce que la chute du prix du pétrole empêche là tout intérêt pour ce secteur tant qu'on n'est pas stabilisé, on va dire?
On va avoir une période qui risque d'être une période de flottement. Il va falloir que les compagnies ajustent un petit peu leur stratégie. Elles vont probablement aussi ajuster leur investissement. Il va falloir voir comment ces ajustements se font, parce que après tout dépend pourquoi on fait cet investissement dans des compagnies pétrolières. Est-ce qu'on le fait pour 3 mois et pour essayer de profiter d'un effet d'aubaine et d'une baisse de valorisation à un moment donné, ou est-ce qu'on le fait pour le long terme? Sur le long terme, il va falloir bien voir quelle stratégie est décidée par les boards sur l'investissement, parce que le gros danger des phases de correction du prix du pétrole comme celle qu'on connaît actuellement, c'est que ça pousse les compagnies à devenir très frileuses sur leurs investissements et donc à obérer les rendements futurs. Et ça, c'est un vrai problème quand on se place dans le cadre de la gestion et non pas du trading. À plus court terme, j'ai quand même tendance à penser que les prix du pétrole, en tout cas jusqu'à la fin du mois de novembre, vont avoir du mal à être durablement réorientés à la hausse, et qu'à moins d'un événement majeur géopolitique, on n'aura pas de momentum positif, au moins jusqu'à la réunion de l'OPEP. Je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'à la réunion de l'OPEP, à mon avis, il peut se passer des choses. On risque. De toute façon, les prix du pétrole ne resteront pas là. Soit l'OPEP ne fait rien et à ce moment-là, les prix reprennent. Peut-être pas 60 $, faut peut-être pas aller si loin, reprennent 5 $ dans la figure et on va à 75 sur le WTI et à 70 sur le Brent. Mais moi, mon opinion, c'est que l'OPEP fera quelque chose, et donc on devrait voir le prix du pétrole revenir se stabiliser aux alentours des 80-85 $. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour repasser positif sur des actions pétrolières? Ça me semble encore un peu juste. Les majors pétrolières, elles offrent du rendement généralement, Didier. Oui, rendement tout à l'heure. Non, mais ça vaut le coup de prendre du Total ou non? Là, je rejoins Benjamin. C'est-à-dire que le momentum sur ce secteur, il est quand même pas terrible, quoi. Donc là, on va pas faire les héros quand même. Bon, Total qui termine en baisse de 0,9% ce soir, et c'est vrai que le secteur de l'énergie à Wall Street également, évidemment très affecté, qui est un des secteurs les plus en retard depuis le début de l'année désormais, sur fond de glissade et de chute même des prix du baril. Je vous le disais, le Brent qui est à 78 $ ce soir et le WTI à 75 $. Merci messieurs, on marque une dernière pause, vous restez avec nous, Benjamin Louvet, Didier de Mester, et merci à Xavier Robert en revanche, responsable trading et arbitrage chez Odo et compagnie. On marque une dernière pause, on se retrouve dans un instant pour la fin du Club de la Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Événement sur BFM Business, la 3e saison des talents du trading. 10 candidats s'affrontent sur l'ensemble des marchés pour remporter 20 000 € à trader. Performance, professionnalisme, régularité, influence sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, un candidat est éliminé. Qui sera le talent du trading 2014? Les talents du trading, la 3e saison, du lundi au vendredi à 16h40 dans Intégral Bourse avec Grégoire Favet sur BFM Business. Les talents du trading en partenariat avec Saxo Bank, le spécialiste de la bourse en ligne. Pour performer, les investisseurs actions gèrent une masse considérable d'informations provenant des entreprises et des marchés. Equity GPS, société française, traite méthodiquement cette masse chaque nuit pour restituer à ses clients un diagnostic boursier rationnel sur les valeurs, les secteurs et les pays qui les intéressent. Equity GPS, votre outil d'aide à la décision en investissement action. Participez à la production d'électricité d'origine éolienne en France. Investéol, filiale de Global EcoPower, lance une émission obligataire d'un montant maximum de 4 900 000 € d'une durée de 4 ans au taux actuariel de 6,32%. Tous les détails sur www.gep.club. Investir en bourse, c'est savoir saisir les opportunités. Faire preuve d'audace et de réflexion. Acquérir de l'expérience. Développer vos stratégies. Tracez votre parcours. Vivez le trading avec IG. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse.
Quelques minutes encore en compagnie de Benjamin Louvet, ce soir associé gérant de Prime Finance, Didier Demester, le président de Talence Gestion. Je vous rappelle la clôture, plus 0,2%, 4187 points. Un mot rapide quand même encore de l'ambiance générale sur les marchés en ce moment. Benjamin, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut se passer? C'est vrai que le mois d'octobre a été quand même rapidement effacé, on va dire, largement par Wall Street. Nous, on a peut-être encore un peu en mémoire ce qui s'est passé autour de la mi-octobre, mais on est quand même reparti. Est-ce que ça a été une alerte sérieuse? Est-ce que finalement ça n'a été qu'un hockey, un soubresaut? Est-ce que ça casse quelque chose, ou est-ce que non, on est reparti sur des marchés qui sont soutenus par les banques centrales, disons, c'est ça, les choses clairement. On en revient toujours à la même chose. En réalité, vous n'avez pas vraiment d'alternative au placement aujourd'hui. Pour moi, on est reparti. Alors, est-ce qu'on a un potentiel d'appréciation très élevé? Je ne sais pas. Il y a quand même une chose qui pose problème et à laquelle il faudra être vigilant, c'est que l'indice de l'optimisme des investisseurs est à un plus haut historique de maintenant plus de 4 ans et demi, je crois. Donc on est revenu sur des niveaux qui sont problématiques. On sait que ce genre d'indice, effectivement, quand on arrive sur des niveaux records, c'est la boussole inversée, quoi. Il faut. À partir du moment où tout le monde a acheté, quelque part, ça devient difficile de trouver un relais pour avoir du momentum à la hausse. Donc c'est l'élément que je surveillerai au jour d'aujourd'hui, mais compte tenu de la présence des banques centrales, encore une fois, je ne vois pas comment le marché pourrait s'effondrer durablement, même si je reste quand même relativement circonspect sur la situation économique. Il y a de l'euphorie dans ce marché, au-delà des indicateurs et du sentiment d'optimisme mesuré comme ça sur un marché qui a plutôt l'air perdu que optimiste. Et plutôt perdu. Oui, c'est ça. Il y a de l'euphorie à New York, sans doute, puisque là-bas, en fait, vraiment, les actifs américains attirent les liquidités du monde entier. C'est-à-dire qu'on avait des actifs qui étaient de qualité puisqu'il y a une reprise, et en plus de ça, maintenant il y a le dollar, il y a la devise. Donc, comme on anticipe une remontée du dollar, on a un double effet. Donc, ça attire les liquidités du monde. Pour le moment, l'Europe reste en retard, mais donc il n'y a pas d'euphorie en Europe. Non, ça va pas nous aider à rattraper notre retard sur les marchés américains. Non, pour le moment, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'on aura des éléments dans les mois qui viennent qui devraient être plus favorables. Je le pense. Bon, vous nous parliez des publications tout à l'heure qui ont été plutôt bonnes. Alors évidemment, les attentes étaient très basses. On était quand même assez noir au début du troisième trimestre. Qu'est-ce que vous retenez, je sais pas, sur des dossiers spécifiques, des secteurs qui vous ont bien surpris, agréablement surpris? Globalement, on a à peu près la moitié des résultats maintenant en zone euro, donc et on a une bonne vision. On a une vision qui est assez bonne et qui montre qu'il y a plus de la moitié des sociétés qui sont au-dessus des consensus, à la fois en chiffre d'affaires et en résultats. Et puis il y a des très bonnes surprises. Enfin, on a vu Téléperformance tout à l'heure, qui est quand même un leader mondial, une boîte française dont on peut être fier et qui a des taux de croissance organique qui sont extraordinaires. Et puis j'ai bien aimé la publication de Jacquet aussi, Jacquet Metal, qui est une société qui est un leader européen sur les distributeurs d'aciers spéciaux, qui est quand même c'est quand même de l'industrie, et qui réussit quand même ce tour de force d'avoir à la fois des hausses en volume assez fortes, et même des hausses de prix. Donc on a un redressement de la marge opérationnelle qui est assez remarquable, et en plus ils nous disent on a un bon mois d'octobre. Donc je trouve que c'est lié à quoi là justement? Tiens, prenons le cas de Jacquet Metal. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise comme ça, dans l'acier, donc quand même secteur évidemment c'est lourd, on n'est pas sur de la start-up ou de la biotech ou où on a un engouement qui peut virer à la folie. Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, je pense que la différence, elle est liée à un management, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un patron de grande qualité qui a repris IMS il y a un an à peu près, et qui a restructuré un groupe. Et voilà le type même de valeur en redressement. C'était un titre qui était très bas, et on pouvait parier sur un redressement avec une reprise en main par un excellent patron. Et il suffit d'avoir un tout petit peu de croissance sur des sociétés qui ont abaissé les points morts, en fait, finalement, qui ont des redressements dans certains pays, en Italie par exemple, des bonnes synergies entre les affaires qui ont été reprises, et puis on a ce type d'effets sur les marges qui sont assez spectaculaires. On n'a pas besoin de beaucoup de croissance. Bon, Jacquet Metal, donc effectivement un titre qui s'est bien repris depuis ses plus bas. Si on revient aux matières premières avec vous, Benjamin, on a beaucoup parlé du pétrole qui poursuit sa glissade. L'or aussi, on est passé, je crois récemment, sous les $1150 l'once. Alors on est revenu un petit peu au-delà, 1165 $. Le cours de l'argent aussi a beaucoup dévissé.
Est-ce qu'on arrive sur des niveaux planchers? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que c'est une matière première un métal précieux qui est très regardé? Est-ce qu'il y a des relais, des catalyseurs à attendre, ou est-ce que ça peut rester à ces niveaux-là pendant longtemps? Alors quand on regarde les derniers chiffres de demande officiels qui ont été publiés ce matin par le World Gold Council, on a des chiffres qui sont, on va dire, relativement décevants pour la Chine. Maintenant, il se pose la question de la qualité des chiffres du World Gold Council sur la Chine, parce que c'est un pays qui reste assez opaque sur sa consommation d'or. Et on a des chiffres par contre très positifs sur l'Inde, avec une reprise très forte du marché de l'or dans ce pays-là. Donc on a un marché qui au final se tient plutôt pas trop mal sur la demande mondiale, et on devrait avoir une demande mondiale qui va rester à peu près sur le niveau de l'année dernière. Maintenant, ce qui peut vraiment changer aujourd'hui, l'or est pénalisé par le redressement du dollar, clairement, et quand on regarde le parcours de l'once d'or ces dernières semaines, c'est un parcours qui est quasiment inverse de celui du dollar. Donc en fait, il y a peu d'autres facteurs d'explication sur la baisse de l'or. Maintenant, si on cherche les facteurs qui pourraient permettre à l'or de repartir, il y a un point très important qui va être un référendum qui va se tenir en Suisse à la fin du mois, le 30 novembre, qui est une initiative populaire qui a réuni assez de signatures en mars de l'année dernière pour pouvoir donner lieu à un référendum, et qui voudrait exiger de la Banque centrale suisse qu'elle ait en permanence 20% de ses réserves de change qui soient investies en or, et que l'ensemble de l'or suisse soit gardé dans les coffres de la Banque centrale de Suisse, en Suisse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même si on ne sait pas exactement où il est. On sait qu'il y en a une partie en Angleterre notamment, mais on ne sait pas exactement où il est. Ils ont combien de pourcentage de leurs réserves en or aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ils ont à peu près un peu moins de la moitié. Ils ont 8% à peu près de leurs réserves de change en or. Ce qui veut dire que si le oui passait au référendum, la Banque centrale de Suisse serait obligée d'acheter massivement de l'or. D'acheter 1500 tonnes d'or. Alors pour vous rappeler un petit peu le marché de l'or, le marché de l'or, c'est à peu près 4000 tonnes par an, dont à peu près 2300 tonnes de production. Donc ça voudrait dire que la Banque centrale de Suisse devrait acheter à peu près 30% de la production du marché mondial sur les 5 prochaines années. Ils ont 5 ans pour faire ça. Donc ça voudrait dire un client qui achèterait à peu près 300 tonnes d'or par an, donc quand même un client important. Ça augmenterait la demande naturelle de 7% par an, donc c'est loin d'être neutre. Et le marché l'a anticipé? Enfin, j'imagine que non, vu non, le marché ne l'a pas anticipé. Ces derniers temps, le marché ne l'a pas anticipé parce qu'on ne croit pas au oui. On ne sait pas exactement où on en est. Mais écoutez, dans les derniers sondages, c'était très partagé. Finalement, le oui n'est pas encore majoritaire, mais le oui est sur des taux qui, compte tenu du taux pour l'instant de personnes qui ne se prononcent pas, pourraient dépasser les 50% et donc obliger la Banque centrale. Mais il y a une grosse opération de communication qui est faite par la Banque centrale parce qu'elle est bien évidemment contre cette obligation, ça lui lirait les mains et ça l'entraverait beaucoup dans sa politique monétaire. On a vu notamment le franc suisse être entre guillemets attaqué ces derniers jours avec un test de la parité par rapport à l'euro, effectivement, qui avait été fixé par la Banque centrale. Ça peut avoir un impact important. Il faut voir qu'il y a un certain nombre d'analystes économiques de grandes banques privées suisses aujourd'hui qui commencent à évoquer la possibilité que le oui l'emporte. L'analyste économique de Julius Baer notamment a fait savoir lors d'une conférence qu'il pensait que le oui l'emporterait. Et ça, c'est à suivre fin novembre, le 30 novembre. 30 novembre. Merci messieurs, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance, Didier Demester, président de Talent Gestion sur BFM Business, bientôt 18h. Le grand journal à suivre, Edwige Chevrillon, du lundi au jeudi sur BFM Business. Le CAC, plus 0,2% ce soir au final, au terme d'une séance assez volatile. On est autour de 4190 points. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. BFMbusiness.com. Toutes les émissions, toutes les interviews en replay, connectez-vous sur BFMbusiness.com. À suivre sur BFM Business, le grand journal d'Edwige Chevrillon. Retrouvez les nominés des Grands Prix Business Durable avec Total. Laurent, enchanté. Voilà, vous avez besoin de la voiture. Elle est arrivée. Voilà 60 fois que Laurent loue sa voiture à un inconnu avec le site WeCar, plateforme de location de véhicules entre particuliers. Pour ce propriétaire, c'est du gagnant-gagnant. Faire partager à des gens le fait d'avoir une grande voiture qu'ils n'ont pas forcément l'occasion ni d'acheter ni de trouver dans une agence de location à des prix qui sont beaucoup plus chers.
Et la deuxième raison, c'est évidemment un petit peu d'argent pour arrondir les fins de mois et qui sert cet argent à l'entretien de la voiture. Bon week-end, bonne route et à dimanche. Wicar démarre en 2012 et compte aujourd'hui 250 000 membres qui partagent un véhicule régulièrement avec un produit d'assurance adapté. Le principe il est simple, vous arrivez sur le site, vous faites une recherche, vous allez avoir toutes les voitures autour de chez vous dans un rayon de quelques kilomètres. Vous choisissez celle qui vous intéresse, la catégorie, le prix et vous contactez le propriétaire directement. C'est ça vraiment la promesse, c'est d'être à 2 pas. Avec 12 000 véhicules disponibles chaque jour, Wicar est le 4e parc locatif de France. Et la société ne compte pas s'arrêter là. On a développé des applications sur le mobile, on va continuer à aller vraiment dans ce sens-là, puisqu'on pense que demain, dans la rue, quelqu'un doit pouvoir réserver une voiture grâce à son mobile. Plus notre densité de voitures sera forte, mieux le service se développera. 38 millions de véhicules circulent en France. Reste à Wicar à conquérir leurs propriétaires. C'était les nominés des Grands Prix Business Durable avec Total. Retrouvez toute l'actualité de l'énergie et du climat sur bfmbusiness.com. Et le 21 novembre, suivez les débats de l'Université Total avec BFM Business. Avec Bourse Direct, restez connectés partout, moins d'€1 l'ordre de bourse tout le temps et un service client comme ça. Et vous, la bourse, vous la vivez comment? Avec Bourse Direct, vivez la bourse autrement. BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, Edwige Chevrier. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce grand journal, un grand journal où on parlera d'entreprise. En studio déjà avec nous, Michel Landel, directeur général de Sodexo. Merci d'être là. Vous avez publié 9 premiers mois de l'année, ça va plutôt bien. On peut dire que la conso se tient, évidemment on reviendra dans le détail. Et puis on prendra la direction de Bruxelles. Nous attend Jean-Pierre Clamadieu, le président du comité exécutif de Solvay. Le groupe franco-belge a sorti lui aussi des résultats plutôt conformes. Et puis à partir de 18h30, ça sera Alain Taravella qui est le cofondateur et PDG d'Altera Cogedim. Avec lui on parlera de centres commerciaux et donc aussi un petit peu de consommer. Tout de suite, Jean-Christophe Racé pour son journal de l'économie. En économie, la fiabilité des informations est déterminante. Le journal de l'économie avec Compass, base d'informations sur 11 millions d'entreprises dans le monde. Et tout de suite, on retrouve Jean-Christophe. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Évidemment, on revient sur ce cafouillage au sein du gouvernement ce matin autour de la pause fiscale promise par François Hollande lors de son émission. Le tir est rectifié, mais le mal est fait. Oui, le chef de l'État a promis effectivement qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts l'année prochaine. Impossible de graver cela dans le marbre, a lâché ce matin son secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, qui a aussitôt été recadré par le porte-parole du gouvernement. Axel Lemaire, la secrétaire d'État au numérique, était votre invité, Edwige, à la mi-journée sur BFM Business. Et il n'y a, selon elle, ni couac, ni cafouillage. Écoutez-la. Le président de la République a été très clair. Il a dit aucune hausse d'impôts ne sera décidée à partir du 1er janvier 2015. Dans la République, en fait. Mais non, mais en ce moment, même le Parlement discute du projet de loi de finances pour 2015. Pour 2015. Voilà, pour 2015. Ça veut dire que à partir les décisions qui seront prises l'année prochaine n'incluront pas des hausses d'impôts. J'aimerais quand même rappeler une chose. C'est qu'on a fait 3 milliards de réduction d'impôts qui touchent plus de 9 millions de foyers fiscaux sur l'impôt sur le revenu. Donc, mettons quand même les choses en perspective. Il y a eu une baisse massive d'impôts pour la grande majorité des gens dans ce pays. Lorsque Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, dit la porte est fermée, la porte est fermée à de nouvelles hausses d'impôts, que ce soit la TVA, la CSG ou quoi que ce soit, la porte est fermée. Pas de nouvelles décisions de hausse d'impôts à partir du 1er janvier 2015. Mais d'ici là, on peut y aller. Pas de polémique. Mais non, mais en ce moment, il y a des arbitrages budgétaires qui doivent être faits. C'est le rôle du projet de loi de finances que de faire ça pour remplir les objectifs de réduction des déficits publics. Le Parlement en discute, ça sera voté demain. C'était donc Axel Lemaire qui était mon invité à 12h30, que vous pourrez réécouter à 20h30
Michel Landel, vous dirigez donc Sodexo. Dans une entreprise, ça ne se passerait pas comme ça, autant de couacs, le tout à un quart d'heure d'écart. Je crois que ce qui est très important pour la France, c'est la stabilité et la stabilité fiscale, non seulement pour les individus, mais pour les entreprises. On l'a dit maintes fois, c'est extrêmement important. Et pour bâtir la confiance, il faut éviter qu'il y ait des couacs. Et voilà, c'est QFD. Et peut-être 3 nouveaux cas Cahuzac au Parlement. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a saisi le parquet concernant 3 parlementaires UMP. Il s'agit des députés Lucien de Gauchy, Bernard Brochant et du sénateur Bruno Sido. Ces derniers, dans leur déclaration de patrimoine, ont omis de signaler les avoirs détenus à l'étranger. Et la Haute Autorité n'exclut pas de saisir la justice pour d'autres dossiers. Les retraites chapeau n'ont pas vraiment bonne presse en ce moment. Un amendement déposé par des élus centristes et adopté au Sénat propose d'augmenter de 30 à 45% la taxe sur les retraites chapeau, supérieure à 300 000 € par an. Un texte qui pourrait être validé. Les dernières déclarations d'Emmanuel Macron vont dans ce sens. Le ministre de l'économie